à cette équipe Quick-Step, malchanceuse, on l'a dit. Il y a Sylvain Chavanel également qui pour l'instant est en purgatoire, on va dire. Il y a Gert Stigmans qui est le poisson pilote de Tom Bonnen. Alors si son leader s'en va, Gert Stigmans, il aura du mal à se remettre encore dans la course. Il y aura sûrement 2 ou 3 jours difficiles. Entre Le Mans et Châteauroux, 218 km. Alors que Tom Bonnen, le Belge, l'ancien champion du monde, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, de Gand-Wevelgem, Tom Bonnen vient d'abandonner. On se souvient que Tom Bonnen était tombé lourdement lors de l'étape entre Carhaix et le Cap Fréhel. Tom Bonnen qui avait serré les dents hier lors de l'étape entre Dinan et Lisieux et qui aujourd'hui donc met pied à terre après un peu plus de 2 heures de course. Nous sommes à 107 km de l'arrivée à Châteauroux. 7e étape entre Le Mans et Châteauroux, 218 km et nous va retrouver rapidement Hervé Salafranc sur la moto France Info au cœur de la course avec les hommes de tête. Hervé, pas de changement finalement depuis notre dernière intervention, depuis votre dernière intervention. L'avance est la même. Comment se comportent les échappés? Pour l'instant, ils se gèrent parce qu'ils savent que le peloton n'a pas envie de rentrer sur eux tout de suite. Alors, ils continuent à progresser. La moyenne n'a pas dû beaucoup changer. On ne nous a pas communiqué la moyenne horaire sur la 3e heure, mais on doit toujours être aux alentours de 39 km. À l'avant, 2 coureurs de la FDJ, Michael Delage et Gianni Mersman. Un coureur de l'équipe Euskaltel, Pablo Urtasun, et enfin un coureur de l'équipe Sorce Jassen, Yannick Talabardon. 5 minutes et 19 secondes d'avance et nous sommes à 5 km de l'arrivée tout juste avec Johnny Uderland, le porteur du maillot de meilleur grimpeur, le néerlandais, qui est à l'avant du peloton. Il n'y a pas de points à distribuer aujourd'hui pour le classement de la montagne. C'est une étape rigoureusement plate entre Le Mans et Châteauroux. Nous sommes à moins de 95 km de l'arrivée. Toujours 4 hommes à l'avant. 4 minutes 42 secondes d'avance. L'écart qui est passé sous la barrière des 5 minutes. Et on a vraiment, Jackie, l'impression que depuis le début de cette échappée, les 4 hommes sont loin d'être à bloc. On les a jamais vus en prise en fait. Non, mais ils ont les directives de leur directeur sportif. C'est vrai qu'on est souvent tenté, on est sur le Tour de France, il y a beaucoup de monde au bord de la route et on n'a que 4 minutes d'avance. On a envie évidemment d'accélérer, on va avoir une petite chance pour prouver qu'on est bel et bien présent sur le Tour de France. Mais évidemment, les directeurs sportifs sont là pour calmer un peu leurs ardeurs. C'est vrai que parmi les 4 coureurs qui sont présents ici sur ce Tour de France, eh bien, ce sont plutôt des novices, puisqu'il n'y a que Michael Delage qui participe à son 4e moins de 90 km à accomplir. 4 hommes à l'avant, Pablo Urtasun pour l'équipe Euskaltel, Michael Delage pour la FDJ, Gianni Mersman également membre de la FDJ et Yannick Talabardon pour l'équipe Sorce-Jassen. 4 hommes qui ont compté jusqu'à 8 minutes et 30 secondes d'avance. Écart réduit de moitié, vous le voyez, 4 minutes 18 désormais pour les 4 hommes de tête. On se fait très peu d'illusions à l'avant et dans les voitures de directeurs sportifs également. Hervé Salafranc sur la moto France Info nous l'a confirmé il y a quelques minutes. Jackie s'est échappé à très peu de chances d'aller au bout, mais bon, allez, le coup mérite d'être tenté. À 70 km de l'arrivée, on rappelle évidemment la situation. 4 coureurs qui sont partis rapidement dès la sortie du Mans. On rappelle que l'étape est longue, 218 km. Les 4 coureurs devant, Pablo Urtasun, le coureur de l'équipe Euskaltel, Yannick Talabardon, le coureur français de l'équipe Sorce-Jassen, et 2 coureurs de l'équipe de Marc Madiot, de la Française des Jeux, Michael Delage et le tout jeune belge Gianni Mersman. La même configuration de course à l'avant, la même configuration de course en tête de peloton, bien entouré Torusov par ses équipiers qui ont imprimé un tempo assez rapidement. Et puis l'équipe HTC de Mark Cavendish, ils sont 2 ou 3 coureurs à rouler, souvent Lars Bak pour l'équipe HTC, souvent David Zabriskie pour l'équipe Garmin Cervelo, mais des formations que l'on n'avait pas vraiment vues aux avant-postes depuis le départ au Mans viennent faire leur apparition. C'est le cas de l'équipe AG2R, la mondiale. Allez, moins de 50 km à accomplir dans cette 7e étape du Tour de France. Et 2 minutes et 20 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête qui ont compté jusqu'à 8 minutes et 30 secondes d'avance, mais c'était au début de leur escapade. Et depuis, bien sûr, les équipes HTC et Garmin ont contrôlé l'avance de ces échappées avec beaucoup de justesse. 2 minutes 17 et nous sommes encore à 24 km du sprint intermédiaire de Buzan. Ils ont vraiment accéléré depuis 10 km
Attention, des incidents au sein du peloton, nous indique Radio Tour. Alors on va vite revenir vers le peloton, peut-être avec une chute effectivement. Oh là là. Une chute dans le peloton. Énorme chute. Grosse chute. Beaucoup de coureurs à terre. Alors il y a un coureur de l'équipe Saxo qui est tombé. Jérôme Coppel est tombé dans la chute. Ah, mais là, et puis là, il risque d'y avoir des favoris coincés dans cette chute, et comme ça roule à l'avant, on risque d'en profiter. Regardez, beaucoup de coureurs à terre. Samuel Dumoulin est pris dans la chute, et puis on ne pourra pas revenir. Tyler Farrar également est tombé. Bradley Wiggins également est tombé. Bradley Wiggins qui a du mal à se relever, qui se tient l'épaule. Bradley Wiggins. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est la panique pour tout le monde. On perd beaucoup de temps. Forcément, il va y avoir chez Astana aussi. Est-ce que Vinokourov ne serait pas là? Eh oui, tous les coureurs d'Astana sont là. À mon avis, il y a Vinokourov qui... Non, moi je vois pas Alexandre Vinokourov. C'est Roman Kreuziger. Alors Farrar repart, mais Bradley Wiggins n'est toujours pas remonté sur son vélo. Ça, c'est inquiétant pour le Britannique. En tout cas, Tyler Farrar ne fera pas le sprint, puisque bien évidemment, le peloton continue à rouler vite. Alors nous sommes avec Hervé Salafranc sur la moto France Info. Hervé, est-ce que vous êtes avec les coureurs qui sont tombés? Boasson Hagen à terre. Oui, la chute a été terrible. La chute a été terrible. Elle s'est produite pourtant dans une ligne droite, mais ça avait accéléré très fortement en tête de peloton. Au moment où la chute s'est produite, le compteur de la moto de Laurent Gros indiquait 65 km/h. Ça roulait très très vite, et on a vu presque comme un nuage de poussière, hein, les coureurs. Ça s'est passé en gros au milieu de peloton. Les coureurs qui sont allés au fossé, la poussière qui a volé, le peloton qui est complètement coupé maintenant. Alors je dirais qu'il y a peut-être 60-70 coureurs dans le premier groupe, et puis derrière à 200 mètres on aperçoit un groupe d'une dizaine, d'une quinzaine de coureurs, et après il y en a un petit peu partout pour l'instant. Je dirais le premier groupe, je sais pas ce que vous avez comme image pour la télé, mais moi à vue d'œil je dirais qu'il y a 70 ou 80 coureurs dans le premier peloton. Alors nous sommes avec Bradley Wiggins qui se tient l'épaule gauche. À mon avis, c'est fini. Ça a l'air fini pour Bradley Wiggins. Malheureusement, c'est l'un des premiers tournants de ce tour. Est-ce qu'il va monter sur le vélo? Non, il ne faut pas remonter. Non, la clavicule est cassée. On voit tous les équipiers qui l'attendent, mais il est incapable de remonter sur le vélo. Et son Tour de France va se terminer. Lui qui avait remporté le Critérium du Dauphiné, alors qu'il y en a d'autres qui sont dans le fossé. Il y a encore des coureurs de l'équipe Radio Shack, semble-t-il, qui sont immobilisés dans le fossé. C'est Chris Horner. C'est Chris Horner. C'était le seul à pas être tombé. Ici, il y a Cloden qui n'est pas tombé également chez Radio Shack, mais décidément, c'est la série noire qui se poursuit pour l'équipe américaine, alors que Bradley Wiggins, malheureusement, va être obligé d'abandonner le Tour de France. C'est l'un des outsiders, l'un des prétendants au podium qui va quitter la grande boucle. C'est l'avant-bras. Je pense qu'il a une fracture du bras. Je ne sais pas si c'est la clavicule ou le bras. Un coureur de la Française des Jeux est également resté Je ne sais pas comment est la fin de parcours. Si vous me disiez tout à l'heure que ce sont de longues lignes droites, heureusement, ça sera peut-être moins compliqué pour la progression du peloton. Mais cela dit, tout à l'heure, on l'a vu, la chute, elle s'est produite dans une ligne droite aussi. Donc personne n'est à l'abri quand ça roule aussi vite que ça et quand ça frotte. Parce que je vous assure que ça frottait dur en tête de peloton pour prendre des bonnes positions à l'approche du sprint intermédiaire. Et ça semble se calmer un petit peu. Là, le peloton occupe davantage la largeur de la chaussée, mais ça roule vite quand même, hein. Un premier peloton qui n'est pas très fourni, moins de 100 coureurs dans ce premier peloton a priori, Hervé. Voilà, c'est officiel, Bradley Wiggins abandonne, hein, c'est confirmé sur les ondes de Radio Tour, il a été évacué en ambulance, Bradley Wiggins. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'équipe Sky, qui hier évidemment avait été à chercher un succès du Tour de Californie, lui aussi en souffrance après cette chute. En tout cas, Nicolas Roche, je l'ai vu aussi à l'avant, mais s'est fait pris dans cette chute. L'équipe Radio Shack qui a déjà perdu l'un de ses leaders, Janes Brajkovic, sur la route du Cap Fréhel. Et là, c'est Chris Horner qui semble souffrir à 31 km de l'arrivée. Et du coup, on les oublie, mais les 4 hommes de tête ont toujours plus de 2 minutes d'avance sur un peloton très amaigri. Regardez les drapeaux, on voit bien les drapeaux sur les différents camping-cars. Donc c'est plus facile pour les 3-4 hommes de tête là dans les voitures, mais par contre derrière ça doit tirer. Il y a Luis Leon Sanchez, il y a Egoy Martinez également dans ce groupe. Manuel Quinziato, l'équipier de Cadel Evans pour la BMC. Yori Trofimov pour l'équipe Katusha. Voilà donc pour ce petit groupe
qui a priori est intercalé entre le premier peloton et le groupe Vinokourov. Ouais, mais leur avantage, ils sont dans les voitures, donc c'est beaucoup plus facile que le groupe Vinokourov. Il doit être... Ben voilà, on voit le deuxième peloton, ça doit être... non, ils sont à... 20 secondes. À 20 secondes du premier peloton. C'est Vinokourov qui était là, on le voyait pas, mais il y avait un coureur de l'équipe Astana en dernière position du groupe Kundiato, et il va réintégrer le peloton sans équipier, le voici. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour Vinokourov. On a vu un coureur de l'équipe Garmin Cervelo se relever pour attendre Farrar. Je ne pense pas, parce que Farrar quand même, je pense, est beaucoup plus loin. Il a mis beaucoup de temps à repartir que devant. Eh bien ça y est, on roule vraiment Sylvain Chavanel et Jérôme Coppel en train de reprendre leur place au sein du peloton. Mais attention, dans quelques kilomètres, on va retourner sur la gauche. On va regarder Sylvain Chavanel en ténor, parce que c'est lui qui est en train de s'occuper un peu de Jérôme Coppel. Voilà, il le remercie d'ailleurs. Voilà. Jérôme Coppel en train de remercier le champion de France touché, blessé, mais qui fait son travail pour ce jeune coureur. Ouais, il va revenir Sylvain Chavanel. Je pense que dans les prochains jours, il faut lui laisser encore le temps de se remettre de cette chute, et il attaquera sûrement dans les prochains jours. Est-ce qu'on va lui faire le sprint? Oui, c'est son équipier qui accélère. Non, il vient juste, voilà, oui, 1 et 2. Il vient de sauter. Allez, maintenant il faut relancer. On va ils ont perdu 1 minute 30 en l'espace de 5 km. Mais le peloton qui va encore accélérer, parce qu'on va se disputer la 5e place maintenant au sein du peloton sur ce sprint intermédiaire de Busancé. Je pense que c'est Mathieu Goss qui va lui disputer le sprint. Allez, Philippe Gilbert avec Mathieu Goss et Cavendish est également fait là. Le sprint quand même. Cavendish fait le sprint. Ça c'est plus surprenant. Cavendish devant Joaquin Roras. Ouais, mais facile. Marc Renshaw et Philippe Gilbert derrière. L'équipe Leopard Trek prend les choses en main. Attention, Marc Cavendish est-il capable de faire 2 sprints? Bon, attention, il n'y a pas eu beaucoup de monde non plus qui a voulu le disputer. Ouais, il peut se rassurer comme ça au moins. Mais ça n'a pas été un sprint qui s'est lancé de trop loin. À mon avis, il n'a pas lâché beaucoup de force. Présent dans ce groupe. C'est les piégés. Un gros peloton. Non, je n'ai pas vu vraiment de grand leader. Il n'y a pas de favori. Attention, l'équipe Leopard Trek se positionne, donc on l'a dit, en tête de peloton. Peut-être qu'ils veulent attaquer le final pour essayer de piéger là des favoris. Deuxième peloton, voilà, qui est à plus d'1 minute 30, à 1 minute 30 du peloton maillot jaune. À Cyril Gauthier, pris dans cette cassure, lui qui était pour l'instant dans les 20 premiers du classement général. On a vu également Pierre Rolland. À fond devant, bien évidemment, avec Mickaël Delage. 26 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête, qui viennent de passer le cap des 200 km d'échappée aujourd'hui. Ouh là là, on s'est attaqué à l'avant, on s'organise, mais c'est de plus en plus dur. Ouais, l'équipe de la Française des Jeux, évidemment ces deux coureurs ne sont pas au courant qu'il y a eu des chutes derrière. Et je ne sais pas si on l'a annoncé, mais Rémi Poriol a bel et bien quitté les routes du Tour de France aujourd'hui, l'équipier donc de Gianni Mersman et de Mickaël Delage. Le meilleur grimpeur du dernier Paris-Nice. Nous sommes à 14 km de l'arrivée. Et c'est de ses dernières forces. Mickaël Delage qui relance l'allure, mais là c'est peine perdue. On est à 14 km de l'arrivée, il reste 10 secondes. On veut peut-être nous séduire pour le Grand Prix de la combativité. Il y a peut-être un qui va retenter. Allez Yanni, voilà Gianni, un dernier coup. Ouais, bon voilà, après. Mais c'est vrai que c'est toujours, comme dit Marc Madiot, il faut remplir les caisses. Voilà, ça y est, les 3 ont capitulé. Allez Gianni. Allez, tu peux encore faire 1 km 500 devant. Il va prendre le rond-point et il va se relever. Attention, et là, on arrive dans une période. Attention à la sortie de ce rond-point. Si une équipe décide de véritablement accélérer, ça peut faire des dégâts sur les ronds-points. On a le peloton qui va s'étirer. Et regardez les coureurs qui sont à l'arrière. Devant, on est déjà en train d'accélérer. Attention, c'est une portion compliquée. Non, pour l'instant, on voit des coureurs de l'équipe Liquigas, mais c'est simplement pour replacer leur leader Ivan Basso. Alors là, c'est Leifheimer. Il est accablé par la malchance. Il n'est même pas stressé. Il prend son temps. À mon avis, il sait qu'il est plus à 1 minute près. Il aurait dû mettre un cierge à Lisieux hier dans la basilique.
Petaki après la roue de Mark Cavendish, on le voit avec son maillot rose. Attention, là ça roule vite, le relais de l'Autrichien Bernhard Ezel, il est très difficile de se replacer. Attention à ce rond-point. Ça va encore s'étirer un peu plus. Le maillot jaune doit se débrouiller seul. Torusov qui lui ne voulait pas faire le sprint aujourd'hui. Qui est avec Philippe Gilbert en 15e position. 5 coureurs pour emmener Mark Cavendish dans les meilleures dispositions pour ce sprint à 2 km de l'arrivée. Là ça roule vraiment très vite. Regardez, le train est lancé, ça roule à plus de 60 km/h. Allez, maintenant Peter Velits va faire le travail et puis derrière ce sera le spécialiste du contrôle à montre, Tony Martin, qui se retourne et on a du mal quand même. Peter Velits a du mal, mais Tony Martin va finir le travail. Et là ça monte, juste après ce virage il y a un léger faux plat. Attention, ça s'est désorganisé en tête du peloton avec Alessandro Petaki qui ne quitte pas la roue de Mark Cavendish. Tony Martin maintenant. Allez, Matthew Goss qui est dans la roue. Philippe Gilbert qui est toujours là, qui serre les dents. On voit sur la droite de la roue Johan Gend en train de remonter, Turgot. Gilbert en train de remonter, Philippe Gilbert dans le vent, Philippe Gilbert. Et oui, il est dans le vent, il protège André Greipel. Oh voilà, il va s'écarter Philippe Gilbert, il a fait son travail maintenant. Galim Zianov va faire le sprint également, la flamme rouge maintenant, 1 km de l'arrivée. Et c'est toujours Tony Martin qui fait encore un énorme relais. Mathieu Romain Feuillu est là en 10e position, bien caché. Sébastien Hinault, William Bonnet sont également présents, mais attention à Galim Zianov. Et Galim Zianov qui a encore 2 équipiers autour de lui. Sébastien Hinault ici, bien caché aussi derrière. André Greipel qui peut compter sur Marcel Sieberg également. On voit Sébastien Hinault devant Torusov. André Greipel qui va faire le sprint également, qui est là, le solide allemand de l'équipe Omega Pharma. Et c'est Matthew Goss maintenant qui fait le travail, et Romain Feuillu le long des barrières là, qui a failli déboîter, donc il s'est ravisé pour l'instant. Matthew Goss qui emmène son sprinter Mark Cavendish. Et c'est Mark Renshaw maintenant. Et Mark Cavendish dans la roue de Renshaw, l'Australien. Alessandro Petaki est là également. On s'affronte derrière. Avec Greipel qui se détache en puissance. Greipel avec Romain Feuillu également. Greipel. Mark Cavendish est dans des barrières. Greipel tout en force. Et à l'autre bout de la chancelière, il y a Cavendish. Et c'est Cavendish qui s'impose devant Greipel. 3e place pour Petaki. Greipel qui s'est découvert très tôt à 150 mètres de l'arrivée. Romain Feuillu qui a fait encore 4e. Non, je sais pas. 4e évidemment Romain Feuillu. 5e Bonnet, 6e Galim Zianov, 7e Torusov. Qui conserve son maillot jaune bien évidemment. Mark Cavendish qui s'impose pour la 2e fois sur ce Tour de France après sa victoire au Cap Fréhel. Il avait gagné, c'était sa première victoire. Oui, exactement. Il y a 3e peloton va pénétrer dans la dernière ligne droite. Avec le porteur du maillot à poids, Johnny Ogerland, avec Sandy Cazard, avec Levi Leifheimer. Chris Horner également. Il y aura beaucoup de retard bien sûr pour tous ces garçons et les malheurs de l'équipe Sky qui a perdu son leader aujourd'hui, on le rappelle, c'est l'une des infos de la journée. Bradley Wiggins qui a dû abandonner le Tour de France victime d'une chute à un peu moins de 40 km de l'arrivée. John Gadret également, et Ryder Sjedal également, qui est en train de rouler, lui qui avait terminé dans les 10 premiers du Tour. On voit 7e l'an dernier. On voit également Pierre Roland, l'équipe Europcar piégée, avec également Anthony Charteau qui essaie de limiter la casse dans la roue de Peric Meneur. 3 minutes de retard. 3 minutes de retard. Et oui, il y aura changement de physionomie au classement. On sait que Geraint Thomas, qui doit être présent dans ce groupe, va perdre son maillot blanc. Voilà, dernier effort pour Anthony Charteau. Garaté également, Leonardo Duque. 3,06 de retard exactement. Voilà, Geraint Thomas qui passe la ligne à l'instant pour l'équipe Sky. Effectivement, il va y avoir un changement au classement des jeunes. C'est Robert Racing qui aura le maillot blanc. Turgot qui prend la 7e place. Sébastien Hinault la 9e. Et Jérôme Pinot, que je n'ai pas vu sur la ligne, qui apparemment prend la 10e place. En tout cas, pour le maillot vert, Cavendish a dû faire une sacrée remontée parce qu'en gagnant le dernier sprint intermédiaire et en gagnant cette étape, il revient un peu dans le classement du maillot vert. En tout cas, Petaki, on ne le voyait plus depuis le début. On a eu tout à l'heure, je ne sais plus qui nous disait qu'il était un peu vieillissant. Ben non, il est toujours là. Faut compter sur l'Italien de la Lamprey. Qui était maillot vert l'an dernier sur le Tour de France et qui compte 6 victoires d'étape dans sa carrière sur la grande boucle. Le classement général, alors pas de modification en ce qui concerne les 3 premiers.